Bonjour, aujourd'hui une présentation sur le Dynamic Data Masking, une fonctionnalité qui existe depuis SQL Server 2016 jusqu'à maintenant. Je me présente, Ariane Papillon, société Datafly, toujours spécialiste d'SQL Server depuis de nombreuses années, et vous avez ici la liste de mes différents sites et blogs sur lesquels je publie. La réglementation générale de la protection des données nous impose depuis 2018 de prendre des mesures pour limiter tous les risques liés au traitement des données personnelles. Alors parmi les mesures recommandées, on parle d'anonymisation ou de pseudonymisation. Ces deux façons de protéger les données sont bien différentes. L'anonymisation d'abord, ça consiste à supprimer de manière irréversible tout caractère identifiant d'un ensemble de données. On ne peut donc pas identifier une personne, même par recoupement de plusieurs informations. Par exemple, une personne, statut cadre, marié, 3 enfants, habitant dans telle commune, etc. Normalement, avec ces informations, on peut identifier une personne, même si son nom n'est pas lisible. Ça implique donc de randomiser ou de généraliser les données pour les rendre totalement anonymes. À l'opposé, la pseudonymisation est plus légère. Elle consiste à réduire le lien entre les données d'identification, le nom, le prénom, la sécurité sociale, etc., et les autres données. Ces personnes ne sont donc plus directement identifiables, mais pas tout à fait anonymes quand même. Cette opération, par contre, a un caractère réversible. Le masquage de données, dont nous allons parler, va être l'un des outils pour mettre en œuvre cette anonymisation ou cette pseudonymisation. Il va permettre de cacher à l'utilisateur les données sensibles, soit de manière dynamique, on parle de dynamic data masking, et à ce moment-là c'est réversible car il ne s'agit que de l'affichage, soit de manière statique et irréversible, en écrasant définitivement les données. Depuis SQL Server 2016, vous avez la fonctionnalité de Dynamic Data Masking. Elle existe même en édition standard et en édition express depuis le service backend SQL Server 2016. Cette fonctionnalité permet de masquer à l'affichage les données sensibles pour les utilisateurs qui ne sont pas explicitement autorisés à les voir en clair. Les données restent donc intactes dans la base de données et toutes sortes de scénarios sont donc envisageables comme des tests de performance, sans visualiser les données réelles, des bases de tests, des bases de développement, des bases de formation, tout cela en cachant les données sensibles. Comment ça fonctionne ? Ici, j'ai une table avec des données personnelles sensibles. Le nom, le prénom, bien entendu, mais l'email, et puis surtout un numéro de carte de crédit avec son code PIN, un code à 4 chiffres, un salaire et des commentaires. Voilà comment cette table s'affiche lorsqu'elle est masquée avec le Dynamic Data Masking. On a choisi pour le prénom et le nom de famille de garder la première lettre uniquement et de masquer le reste. Pour l'email, la même chose, et de remplacer le nom de domaine également. Pour la carte de crédit, on garde les 4 premiers caractères et les 4 derniers, ce qui se fait souvent avec les cartes de crédit. Le code PIN, bien entendu, on le cache complètement. Le code à 4 chiffres, on le remplace par une valeur aléatoire. Le salaire, on le masque complètement, et le commentaire aussi. Comment ça se met en œuvre ? Ça se met en œuvre dès la création de la table, première solution, en ajoutant des masques de colonnes dans la commande createTable. Et bien entendu, on peut également l'ajouter par la suite en faisant un alter table, alter colonne, et en ajoutant le masque avec différentes fonctions. On peut également enlever le masquage, bien entendu. Ensuite, ça va se gérer simplement au niveau des permissions des utilisateurs, avec une commande grant onMask pour certains utilisateurs, et revoke onMask pour effectivement enlever la permission qu'on a mise. L'administrateur et le DB owner peuvent toujours voir les données non masquées. Voyons les différents formats de masques. Ils sont peu nombreux, plutôt simplistes. N'espérez pas des possibilités de substitution complexes. Tout d'abord la fonction default, qui correspond à un masquage complet. Autrement dit, pour les types numériques, on mettra un 0, ainsi que pour les binaires. Pour une date, ça sera mis au 1er janvier 1901. Et pour les types de données caractères, ça sera remplacé par des X. Un masque spécifique pour l'email, où on garde la première lettre de l'adresse email et on remplace le nom de domaine avec un .com en plus. Vous avez également un masque plus intéressant qui est le masque Custom String, avec une chaîne personnalisée. On peut préciser un nombre de caractères au début et un nombre de caractères à la fin qu'on ne masque pas, et on remplit le reste avec un remplissage personnalisé.
Et le dernier est le type random, adapté aux valeurs numériques, et qui remplace ces valeurs numériques par une valeur aléatoire dans une fourchette. Quelques limitations tout de même, pas de file stream, pas de masque sur des colonnes calculées. Cependant, si les colonnes sources sont elles-mêmes masquées, le résultat de la colonne calculée le devient aussi. Et puis, on va voir dans la démo, mais le comportement avec les fonctions intégrées peut poser problème, puisque les données restent masquées, mais les masques personnalisés disparaissent et on se retrouve avec des masques par défaut. Est-ce que c'est sécurisé? C'est là la grande question. Mais pas du tout. On peut toujours rechercher les données et on peut toujours faire des jointures. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut facilement trouver le contenu des données. Et pour aller même un peu plus loin, si un utilisateur peut soumettre une requête SQL, dans Management Studio par exemple, il peut aussi démasquer avec quelques astuces. Voyons une petite démo. Voilà, dans cette petite démonstration, nous allons tester le Dynamic Data Masking. Alors pour ce faire, je vais commencer par créer une petite base de données que je vais appeler Masking, bien entendu. Et je vais créer une table de données personnelles. Donc la table s'appelle Personal Data avec un identifiant. Et puis pour chaque colonne, j'ai configuré un masque. Donc pour le prénom, j'utilise le masque custom avec un premier caractère démasqué et le reste masqué avec des X et 0 caractère démasqué à la fin. Pareil pour le last name. Pour l'email, j'utilise le type de fonction email pour le masquage. Pour la carte de crédit, je garde 5 caractères devant, 5 caractères derrière démasqués, autrement dit les 4 premiers caractères de la carte de crédit plus le tiret, pareil pour la fin, et je remplace le milieu avec des X. Pour le PIN, ben je le masque complètement avec un full masking défaut. Le KeePass, je vais lui mettre un random. Ah, j'ai oublié le salaire, ben c'est pas grave, on va le rajouter après. Et pour le commentaire, eh ben, je me fais un masquage full masking avec la fonction default. Donc je crée cette table-là. Et puis ajout du masque après coup sur ma colonne salaire que je vais masquer complètement également avec un alter table, alter colonne, add mask with function default, c'est un full masking aussi. Je vais insérer quelques données dans cette table. Voilà. Hop. Oups, évidemment. Et voyons le contenu. Alors je suis administrateur bien entendu de ma base de données, donc de toute manière moi je vois tout démasqué. Donc j'ai rarement vu ça, Jean Bonneau, Albert Lingot, etc. Avec leur nom, leur prénom, leur email, leur carte de crédit, le PIN, le KeePass, le salaire, et puis quelques commentaires. Nous allons créer un utilisateur dans la base de données que je vais appeler Jack, et auquel je vais donner un droit de lecture uniquement, avec le rôle DB Data Reader. Et voyons maintenant ce que voit Jack avec la même requête, un select étoile. Vous voyez que toutes les données sont masquées, donc le KeePass c'est une fausse donnée aléatoire, le salaire complètement masqué, le commentaire complètement masqué, puis les masques personnalisés ou masques email pour les autres. Alors bien entendu, c'est pas très sûr, puisque déjà on peut vérifier si une donnée existe. Si je connais le nom, par exemple, je cherche Monsieur Gérard, last name, m'en vu ça, et bien je vais le trouver forcément. Et effectivement, les données sont masquées, mais si je veux vraiment savoir son salaire, je peux effectivement, avec quelques requêtes, essayer de le déduire. Je peux aussi, par exemple, savoir combien de personnes dans ma table ont un salaire supérieur à 3000. J'en ai 9. Donc vous voyez que déjà la sécurité est relativement limitée. Autre petit problème qui se pose, c'est l'utilisation des fonctions. Toujours en tant que Jack, si j'affiche mes données masquées, il n'y a pas de problème, j'ai des masques personnalisés, première lettre pour l'email et le masque personnalisé. Pour la carte de crédit, j'ai bien les 5 premiers caractères et les 5 derniers démasqués. Et le KeePass, j'ai bien un type random, donc ça me renvoie effectivement également un nombre à 4 chiffres. Maintenant, si j'utilise des fonctions, par exemple pour l'email, je vais prendre les 50 premiers caractères, autrement dit tout l'email d'ailleurs. Pour la carte de crédit, je vais utiliser une fonction AirTrim. Pour le KeePass, je vais utiliser une fonction floor, tout ça pour la même personne ID 1, et nous allons voir effectivement ce que ça nous renvoie. Et là,
et ben, tous les formats et toutes les fonctions de masquage personnalisé ont disparu, ce qui peut effectivement poser problème dans certaines applications. Du coup, l'affichage personnalisé n'est plus utilisable. Allons un petit peu plus loin dans le démasquage des données. Première chose, première manière de faire, de travailler par plage. Si je suis un utilisateur qui a les données masquées, rien ne m'empêche de faire plusieurs requêtes, voire de faire des requêtes avec des plages de valeurs pour savoir par exemple, si je cherche, bon monsieur m'en vu ça, quel est son salaire, d'avoir son salaire approximatif. Et donc, effectivement, cette requête-là va me permettre de savoir qu'il a un salaire entre 3000 et 3100 euros. On peut aller encore plus loin et utiliser les jointures. Et avec les jointures, je vais pouvoir voir énormément de choses. Et là, je vais utiliser une technique avec une table temporaire qui contient des nombres. Donc pour ça, je suis toujours Jack. Je crée une table de nombres que je vais remplir avec une petite fonction récursive. Et si on veut regarder effectivement qu'est-ce qu'on a, j'ai mis 32 000 puisque c'est le niveau maximum de récursivité, j'ai mis 32 000 nombres, et dans cette table, si on regarde, vous voyez, j'ai purement et simplement les nombres de 1 à 32 000. Et puis à partir de là, avec cette jointure, le KeePass par exemple, qui est un type de données numérique et qui est un entier, avec des jointures, je vais pouvoir connaître son KeePass, puis son salaire aussi, qui est de type entier également. Simplement avec deux jointures avec cette table de nombres. Bien entendu, je n'affiche pas la donnée masquée, mais j'affiche la donnée jointe. Et donc, ça me permet de connaître, pour toutes les personnes, le vrai KeePass. Vous voyez que le KeePass, ici, était masqué par une fonction random. Ici, je le démasque. Le salaire était masqué par une fonction full masking. Et ici, je le démasque. Alors, je l'ai passé en entier, mais j'ai quand même le salaire assez précisément. On peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe avec les chaînes de caractères? Avec les chaînes de caractères, on peut faire la même chose en utilisant le code ASCII de chaque caractère et en faisant une jointure, effectivement, pour chacun des caractères d'une chaîne de caractères. Par exemple, pour le code PIN qui fait 3 ou 4 caractères, je vais faire 4 jointures pour mes 4 caractères potentiels, avec ma table de nombres, et en utilisant le code ASCII. Et puis, du coup, effectivement, je vais pouvoir déchiffrer complètement mes codes PIN qui étaient totalement masqués et qui, là, sont en clair. Donc, vous voyez que c'est pas sûr du tout. On peut même aller encore plus loin et utiliser la technique de décomposition et de recomposition d'une chaîne de caractères avec XMLPass. Donc, la première étape, c'est de décomposer ma requête, de décomposer ma colonne en caractères individuels. Donc ça, je fais ça comme ça. Par exemple, ici, pour le premier prénom qui est Gérard, vous voyez que ça me fait 6 lettres. Et chaque lettre, j'aurais plus qu'à faire la jointure de la même manière avec ma table de nombres, pour récupérer les vrais caractères de l'autre côté. Bon. Et ensuite, je recompose avec un XMLPass pour recomposer mon prénom. Bien sûr, ça va être utilisé avec une sous-requête, c'est ce que j'utilise ici, de manière à pouvoir le faire pour tous les prénoms de ma table Personal Data. J'ai donc décomposé en caractères individuels et recomposé. Et maintenant, si je veux utiliser cette technique-là pour déchiffrer, je vais utiliser simplement ma table de nombres avec une jointure, de manière ici à joindre avec le caractère ASCII pour chaque caractère ASCII de mes prénoms. Et vous voyez que ici, si je l'affiche chiffré, bien entendu j'ai le masque. Si je l'affiche déchiffré avec cette technique, j'obtiens tous mes prénoms en clair. On peut utiliser la même chose bien entendu pour l'ensemble des colonnes de la table. Ici pareil, mes données chiffrées pour l'ensemble de la table. Si je fais ça pour toutes les colonnes, alors la requête va forcément être beaucoup plus grosse, puisque je vais faire ça avec chacune des colonnes. Et je vais pouvoir, avec cette même technique, déchiffrer l'ensemble de ma table, alors que je ne suis pas autorisé à voir les données masquées. Je peux même rendre ça totalement générique, à savoir j'ai plus qu'une requête à copier-coller. Donc ici, normalement je suis toujours Jack, je vois bien mes données masquées.
Je prépare une petite requête que j'ai plus qu'à copier-coller. Je déclare le nom de ma table, éventuellement une clause where, éventuellement une clause order by. Et puis, je vais faire un petit script qui récupère la liste de toutes les colonnes de la table, vérifie si c'est du caractère, du numérique, etc. Constitue ensuite une table de nombres avec 256 nombres, puisque c'est les caractères ASCII. Et puis ensuite, génère la requête complète de démasquage et l'exécute. Ce qui va me permettre simplement avec une seule requête de déchiffrer n'importe quelle table. Donc si je sélectionne tout ça, voilà, avec mon démasquage, ça me génère d'ailleurs la requête au passage et ça me l'imprime dans les commentaires. Et vous voyez que je démasque totalement le contenu des données. Alors on peut faire ça dans n'importe quelle base, bien entendu. J'ai une autre base ici qui s'appelle Persons, qui a aussi un utilisateur Jack. Cet utilisateur Jack voit toutes les colonnes masquées, et puis en utilisant exactement la même technique, cette table masque person va être totalement démasquée. Alors que cet utilisateur, nous sommes bien clairs, n'a comme permission que dbDataReader. Oui, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a 2000 lignes, mais vous voyez que je vois tout en clair. Donc sécurité illusoire, dès que j'ai accès à Management Studio, même en tant que simple lecteur, je peux déchiffrer les données. Voilà pour cette démo. Vous avez vu que le Dynamic Data Masking ne répond pas forcément à vos exigences de sécurité. Venons-en au Static Data Masking. La problématique est alors très différente. Il s'agit en effet d'écraser avec des commandes update les données réelles pour les remplacer par des données anonymisées. Bien sûr, nous exécutons ce traitement sur une copie de la base car c'est irréversible. Avantage, cela nous permet de mettre en place des règles beaucoup plus complexes qu'avec le Dynamic Data Masking, comme des substitutions par des données anonymes de même apparence, du remplacement par des valeurs aléatoires formatées, du mélange de données, etc. Mais la problématique est aussi celle du temps de traitement. Pour une base de données volumineuse, ce traitement peut prendre beaucoup trop de temps. Il peut aussi y avoir des cas complexes, comme par exemple des données qui doivent être identiques dans plusieurs tables. Microsoft a proposé brièvement un outil de masquage dans une preview de SQL Server Management Studio, mais il a été supprimé ensuite dans les versions officielles, ça peut se comprendre. Lancer une telle opération de remplacement massif des données depuis un outil client comme SSMS n'était pas vraiment une bonne idée et pose d'énormes problèmes de performance dès lors qu'il y a un peu de volume. Des outils tiers, cependant, peuvent nous aider. Nous allons regarder brièvement ce que donne le Static Data Masking avec l'outil Redgate Data Masker. Voici Data Masker. Cet outil s'inscrit dans la suite de Redgate qui s'appelle SQL Provision. Il veut donc travailler avec l'autre outil de cette même suite qui s'appelle SQL Clone. SQL Clone permet de déployer efficacement des copies de bases de données à destination des instances de tests, de développement, etc. Le déploiement est allégé par une technologie de disque différentiel qui fait que toutes les copies qu'on déploie utilisent la même image comme socle et peuvent être utilisées chacune de manière indépendante. Donc en ajoutant en intermédiaire un masquage de données dès la création de l'image socle, toutes ces copies deviennent anonymisées. Donc, Data Masker nous permet de préparer des sets de masquage. Là, je vais en ouvrir un existant sur ma base de données personne. Et nous allons regarder comment ça se passe. Je peux définir différentes règles et différents types de règles pour mes différentes tables et mes différentes colonnes. En particulier des règles de substitution qui permettent d'utiliser des datasets anonymes, des règles de mélange, de réordonnancement des données en réutilisant les mêmes données, des règles d'insertion pour insérer des nouvelles données, voire même du regex. Je peux travailler avec du XML, je peux travailler avec du JSON. Les règles de substitution, par exemple, vont me permettre, si je crée une nouvelle règle ici, pour ma table Masked Person par exemple, de travailler colonne par colonne, et pour chaque colonne de pouvoir choisir ici une substitution par un dataset anonyme
mais qui ressemble à quelque chose de vrai. Par exemple, pour les noms, bah, je vais aller chercher des noms français, alors des noms de famille si possible, des noms de famille en français, et voilà. Et voilà le type de nom effectivement que ça peut me renvoyer. Je vais faire la même chose pour chacune des colonnes, de cette manière-là. Le prénom, je vais chercher des prénoms français. Voilà. Des first names en français. Garçons et filles. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. Pareil pour un peu tous les types de colonnes, hein. Pour les dates, je peux avoir des fourchettes de dates. Pour les entiers, je peux avoir soit des aléatoires, soit etc. Donc, en fait, toute une série de types, hein, des codes postaux, des villes, des adresses toutes faites, etc. Une fois que j'ai fait ça, effectivement, j'ai plus qu'à faire tourner mon set sur mes différentes tables et mes différentes colonnes pour masquer les données. Alors comme on a effectivement la problématique du volume, pour certaines très grosses tables, il est même possible de paralléliser et de découper en fait notre set de substitution, notre règle de substitution sur différents threads, en saucissonnant la table par petites tranches qui vont être exécutées en parallèle, ce qui va permettre de gagner du temps. Alors ça ne va pas faire des miracles quand même, hein. Il est clair que là, j'ai fait le test sur une base de données qui a 50 millions de personnes avec un ensemble de colonnes, et au calcul, effectivement, ça représente quand même un certain nombre d'heures pour faire le masquage avec le nombre de colonnes à substituer. Mais ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec ce type d'outil. Alors pour montrer ce que ça donne avec quelques données une fois le static data masking effectué, vous voyez qu'effectivement les données originales sont le premier dataset ici. Raoul Duparty s'est transformé en Zdavsko Kieser, son adresse a été changée, sa date de naissance aussi, tout ça avec des données qui semblent des données réelles, mais qui sont des données anonymes. Voilà pour cette démonstration. C'est fini pour aujourd'hui, bon data masking et à une prochaine fois.